la dernière communication de cet après-midi par Claire Dandrel qui va faire cette communication en solo, si j'ai bien compris. Et je lui laisse donc la parole. Bonsoir. Donc moi je suis Claire Dandrel, je suis conservatrice restauratrice de peinture murale et je vais vous présenter 2 études de peinture murale qui nous ont été commandées par la CRMH Centre Val-de-Loire. Donc en juin 2023, nous avons étudié la Vierge en Majesté qui se trouve dans Notre-Dame de Souterre. En septembre 2024, nous avons étudié le décor peint de la chapelle Saint-Clément que vous avez déjà vu dans une présentation précédente. Donc notre équipe était composée de 2 conservateurs-restaurateurs de peinture murale diplômés d'État, Julien Assoun et moi-même, et parce que nous avons à cœur de former des diplômés, enfin des futurs diplômés, une stagiaire nous a accompagnés, une stagiaire du Master Conservation-Restauration des biens culturels de Paris-La Sorbonne nous a accompagnés sur la 2e étude. Les objectifs de ces études, ils sont multiples. Le premier objectif, c'est d'identifier et de documenter les différents décors peints présents sur les parois. Quand on parle de parois d'époque médiévale, il est extrêmement rare que l'on ait un décor. On a généralement plusieurs décors superposés. Donc l'objectif de ces études, c'est de comprendre combien on a de décors. Donc c'est ce qu'on appelle l'étude stratigraphique. Ensuite, on fait une étude technique qui nous permet de comprendre pour chaque décor quels sont les matériaux qui ont été mis en œuvre et quelles sont les techniques de mise en œuvre. Et on fait une étude iconographique, donc une étude de l'image. Donc ça, c'est le premier volet. À l'issue de ce premier volet, on passe au bilan sanitaire. Ce bilan sanitaire nous permet d'évaluer l'état de conservation de chacun des décors et de faire un diagnostic, c'est-à-dire de déterminer les causes des altérations. À l'issue de ce bilan sanitaire, nous identifions les problématiques de conservation et leur degré d'urgence. Éventuellement, si nécessaire, nous pouvons réaliser des tests de traitement. Et à la fin, nous dressons un cahier des charges des interventions nécessaires à la pérennisation des décors et à leur mise en valeur. Dans la suite de cette intervention, je vais uniquement m'intéresser au volet 1, donc l'identification, la documentation des décors, car j'aurais trop à dire pour tenir dans la demi-heure. Voilà, je vous ai mis 2 petites photos de nous au travail, juste pour vous montrer voilà, comment est-ce qu'on travaille. Donc on a essentiellement, pour faire ces études, des moyens d'accès, donc échafaudage, échelle, des lampes. Et puis, notre outil majeur, ce sont nos yeux. Donc, nos yeux, et puis différents degrés de grossissement que nous pouvons avoir. Sur la photo de droite, vous me voyez avec des lunettes loupe sur la tête. Donc, ça nous permet de grossir jusqu'à 8 fois. Et maintenant, nous avons également des outils. Nous avons un microscope numérique de terrain que nous pouvons relier à notre ordinateur et qui nous permet de grossir jusqu'à 200 fois pour certaines vérifications. Donc, par exemple, pour ces 2 études que je vous présente, nous n'avons fait aucun prélèvement pour analyse en laboratoire. Parfois, nous en faisons. Là, nous n'en avons pas eu besoin. Alors, le premier décor peint donc, se trouve dans la chapelle Notre-Dame de Souterre. Donc, la chapelle Notre-Dame de Souterre, je vous l'ai indiqué en jaune sur ce petit schéma. Et la paroi en rouge. Donc, voilà cette paroi. Et voilà le décor que nous allons étudier. Quand vous descendrez dans la crypte, donc le décor que vous verrez sur cette paroi, c'est celui-ci. Moi, je vais vous parler de ce qui a pu exister avant ce décor. Donc on va se concentrer sur les 2 petites zones que je vous ai indiquées en bleu. Vous voyez ma souris ou pas? Oui. Sur les 2 petites zones que je vous ai indiquées en bleu en haut de l'image. Donc la zone que je vous montre ici, c'est la même zone que vous voyez ici, là, qui est délimitée par ce ressaut. Donc pour que vous compreniez, sous ce ressaut d'enduit, cet enduit correspond à l'enduit qui porte le décor de la Vierge. En dessous, c'est-à-dire plus près de la maçonnerie, nous avons un autre enduit, qui est cet enduit que je vous montre ici, qui a une surface extrêmement lissée et qui porte des trous de bûchage. Des trous de bûchage, ce sont des trous que l'on fait dans un enduit précédent lorsqu'il est trop lisse pour pouvoir accrocher un nouvel enduit. Donc, vous voyez que la zone d'observation que l'on a, elle est toute petite. On n'en a pas d'autres sur la paroi. Mais on va dire que ces 2 indices, donc enduit très lisse et trou de bûchage, nous donnent à penser, c'est une hypothèse, qu'il y a peut-être eu un premier décor sous le décor de la Vierge à l'enfant. Voilà. Peut-être qu'en phase de chantier, nous aurons d'autres zones d'observation. Pour le moment, nous n'en avons pas d'autres, mais en tout cas, cette hypothèse mérite d'être regardée plus tard. Donc peut-être un décor précédent. Ce dont on est certain, c'est que lors de la grande modification au XVIIe,
il y a eu un décor qui a été repeint sur notre décor. C'est-à-dire que là, vous voyez la gravure de l'Armeçin. La gravure de l'Armeçin. Donc vous voyez qu'en fait, l'intégralité des parois et des voûtes ont été repeintes donc, sur les décors précédents, et donc notre paroi également. Là, je vous montre la paroi qui est symétrique de la nôtre. Donc ici, cette paroi porte encore le décor 17e. Ici, là où il y a ma souris, c'est la paroi dont nous parlons. Et au-dessus d'elle, le voûtin porte encore le décor 17e. Le décor 17e a été supprimé sur notre mur. Alors, il a été supprimé en 1976 lors d'une grande campagne de restauration et de mise au jour. Donc là, vous voyez les restaurateurs en train de travailler sur la paroi, de mettre au jour le décor. Et je vous montre ici cette image qui est intéressante parce qu'on voit que dans ce chantier, toutes les zones de soubassement, en fait, la maçonnerie a été mise au jour. La maçonnerie de moellon a été mise au jour, c'est-à-dire que tous les enduits qui existaient sur cette maçonnerie ont été cassés. Donc on ne peut plus imaginer de trouver de décor sur les zones de soubassement. C'est pour ça que dans la suite de mon intervention, je m'intéresserai uniquement à la partie haute de la paroi. Voici une photo en cours de mise au jour. Donc tout autour, ce qui est plutôt noirâtre, et ce que vous voyez aussi sur la voûte, c'est le décor 17e. Et vous voyez apparaître la Vierge, enfin le décor qui était dessous. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que donc, cette mise au jour, elle a été faite. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de rapport. Donc on ne sait pas exactement comment elle a été faite, mais très probablement elle a été faite mécaniquement, comme on fait encore très souvent, nous, nos dégagements, c'est-à-dire au scalpel, et puis avec des petites brosses, enfin voilà, en tout cas des outils mécaniques. Ce dégagement, il a probablement été très compliqué, et sur la peinture médiévale, il reste énormément de fragments de la peinture 17e. Énormément de résidus. Donc je vous montre ici le visage de la Vierge. Donc vous voyez, j'ai entouré une zone en vert, c'est cette zone que vous voyez ici. Et encore plus grossie, voici la pommette de la Vierge. Donc ce que j'entoure avec ma souris, là, vous voyez, qui est gris rosé, ça, c'est la carnation originale de la Vierge. Donc une petite carnation, voilà, gris rosé, avec des très jolis rehauts rose vif. Tout ce que vous voyez rouge orangé, en fait, ça correspond à des résidus du décor 17e. Le décor 17e était peint sur une couche de préparation brun-rouge, et quand ils ont supprimé le décor 17e, ils n'ont pas réussi à dégager la préparation brun-rouge, donc il en reste énormément, et il reste aussi des fragments de couches picturales. Par exemple, vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a de la couche picturale gris-noir qui recouvre en fait les sourcils de la Vierge. Donc juste pour que vous compreniez que ce que vous allez voir après correspond en fait à un espèce de mélange entre les décors médiévaux et beaucoup de résidus du décor 17e. Donc voilà, donc je vous ai montré ce qu'il y avait possiblement avant, ce qui a été repeint après, et voilà donc le décor qui nous intéresse. Donc, je vous parle d'un décor, mais en réalité, il s'agit de deux décors. Ce n'est pas une campagne de décor, mais l'étude a permis de montrer très clairement qu'il s'agit de deux campagnes de décor. Donc un premier décor qui a été réalisé sur la zone que je vous ai indiquée en orange. Puis, plus tard, un deuxième décor qui est venu se développer latéralement par rapport au décor 1. Donc sur cette image, ça c'est une photo en lumière rasante de notre mur. Donc ça permet de voir à quel point ces enduits médiévaux sont très souvent extrêmement mouvementés. Ce qui fait que j'aime beaucoup ces enduits médiévaux. Ils sont généralement peu lissés, et sur ces enduits peu lissés, en fait, les peintres réalisaient des décors exceptionnels. Donc, pour revenir à notre sujet, ce que je voulais vous montrer, c'était les démarcations entre les plages d'enduit. Donc, si vous suivez ma souris, là, vous voyez en fait un joint d'enduit entre cette plage d'enduit et cette plage d'enduit. Sur cette plage centrale, c'est là où se trouve la Vierge. Vous voyez ici, je suis avec ma souris, l'autre joint d'enduit qui délimite le raccord entre la plage de la Vierge et la plage de droite. Donc on a 3 plages d'enduit. Ça ne suffirait pas à dire qu'on a des décors d'époques différentes. Mais on a d'autres indices. Ici, je vous montre cette zone, entourée en bleu, grossie ici. Donc on est à la jonction entre le décor de la Vierge, qui se termine par ce bandeau rouge, et puis le décor, par exemple, qui se développe à gauche. Donc vous voyez ici le bandeau rouge, et vous voyez, je suis avec ma souris, la limite de l'enduit de gauche qui vient bien recouvrir le décor rouge. Donc on a le décor de la Vierge
Et dans un deuxième temps, un enduit qui vient recouvrir latéralement le décor de la Vierge et sur lequel est peint un autre décor. On a exactement la même chose de l'autre côté. Je ne vous le montre pas, mais c'est la même chose. Alors, si on revient à notre décor 1, donc voici sa localisation, voici ses dimensions. Ce qui est intéressant, c'est que cette scène n'est pas centrée sur la paroi. Je n'ai pas d'explication, simplement je le constate. Alors, ça c'est sa localisation actuelle. Quelle est sa localisation originelle? En bas de la paroi, je vous ai dit qu'on n'a plus d'enduit, donc on ne peut pas réfléchir. On peut réfléchir qu'à partir de la ligne que je vous montre ici. Deux hypothèses. Soit cet enduit a été posé uniquement sur cette zone pour une raison que je ne connais pas. Peut-être est-ce qu'il y avait du mobilier à droite à gauche, quelque chose qui gênait le fait d'étendre un enduit ailleurs. Ou alors, deuxième hypothèse, l'enduit a été posé partout sur la paroi et au moment où ils ont réalisé plus tard le décor 2, ils ont cassé le décor à droite et à gauche pour le remplacer par ce nouveau décor. On n'a pas, rien ne nous permet de savoir si c'est l'hypothèse 1 ou l'hypothèse 2 qui est la bonne. Alors, on se concentre sur ce décor. Je vous ai mis ici un relevé. Ce que vous voyez en bleu, ce sont les lacunes de l'enduit qui porte le décor. Donc, vous voyez qu'en fait, cet enduit, il est extrêmement bien conservé. Il n'a quasiment pas de lacunes. Il est là partout, sauf ces petites lacunes bleues. En revanche, la couche picturale, donc la peinture, est extrêmement usée. Elle n'est quasiment jamais conservée dans toutes ces couches de montage. Je vais vous entourer ici avec ma souris la seule zone où la couche picturale, vous voyez, donc le bas de la robe de la Vierge. Ici, on a vraiment le montage complet jusqu'aux ombres et aux lumières finales. Partout ailleurs, on a soit uniquement le dessin préparatoire, soit le dessin préparatoire et une première couche, mais quasiment jamais nous n'avons les couches montées totalement. Donc un support très bien conservé, une couche picturale très mal conservée, peut être usée en partie au moment du dégagement. On ne le sait pas puisqu'on n'a pas de rapport. Donc, l'iconographie, donc, comme ce décor est très usé et qu'il reste tous ces fragments du XVIIe, il est quand même assez compliqué à lire. Donc nous avons fait, pendant l'étude, un relevé iconographique au trait pour aider à lire certains détails. Donc, je vous fais une description très rapide. Donc, nous avons un trône avec l'assise en partie basse, ici le coussin sur lequel est assise la Vierge, ici, donc derrière le dossier du trône, la Vierge assise en position frontale sur le trône, portant une couronne et auréolée. Au-dessus d'elle, un arc trilobé, et au-dessus de l'arc trilobé, une petite architecture à droite, une petite architecture à gauche, avec deux petites tours et des murs appareillés. Donc la Vierge, de sa main droite, tient une fleur, qui a la forme d'une fleur d'iris, et sa main gauche est posée sur l'épaule de l'enfant. L'enfant, pareil, en position frontale, de sa main droite, ouvre sa main droite dans un geste de bénédiction, et sa main gauche est tellement usée qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faisait de sa main gauche. Donc voilà pour l'organisation générale de la scène, et ensuite je vous montre quelques détails iconographiques. Donc le visage de la Vierge avec cette carnation malheureusement cachée. Ici des détails, donc la main droite de la Vierge, la tige de la fleur et la fleur. Donc le cœur de la fleur était vert et bleu, les pétales rouges. Ce détail dont je vous ai dit que c'était le seul détail où la couche picturale est complètement présente. Donc c'est le bas de la robe de la Vierge. Ici c'est le bas de son manteau avec ses petits plis en flèche. Voici l'enfant. Donc l'enfant a une chevelure blonde et autour de lui, autour de sa tête, nous avons l'auréole crucifère, donc un bras de la croix rouge, un bras ici et puis un bras de l'autre côté. Tout ça étant vraiment très usé. Voici sa main droite, donc dans un geste de bénédiction. Voici ses pieds. Ici, alors, nous avons beaucoup observé le vêtement de l'enfant et je vous ai grossi ce petit détail là. Donc vous voyez ici du pigment bleu. En fait, même à l'issue de cette étude où on a beaucoup réfléchi et beaucoup regardé cette zone, on ne sait pas si le vêtement était monté en blanc et qu'il y avait dessus des ombres bleues ou si le vêtement était monté en bleu. Donc en fait, voilà, les deux hypothèses restent ouvertes. Ici, je vous ai mis des petits détails très jolis du haut du dossier du trône. Ici, la base
du trône feuillagé, et ici le coussin quadrillé sur lequel est assise la Vierge. Et voilà, dernier détail, donc la petite architecture du haut de la scène avec donc, un mur appareillé et une petite tour. Donc voilà pour le décor 1. Le décor 2. Donc le décor 2 se développe sur 2 zones, à droite et à gauche de la Vierge, donc 2 zones qui n'ont pas la même dimension puisque la Vierge n'est pas centrée. Là aussi, donc c'est pareil, en bleu, vous voyez les lacunes de l'enduit, donc vous voyez que cet enduit est également extrêmement bien conservé. On a quand même des enduits médiévaux qui sont présents à plus de 90%, c'est exceptionnel. En revanche, la couche picturale est également extrêmement usée, encore plus usée que celle de la Vierge. Donc ce décor est extrêmement difficile à lire. Donc là, le relevé iconographique est vraiment très utile. Donc cette scène, elle s'organise comment? Donc on a un arc ici, et sous cet arc, 3 personnages. Donc un personnage à droite, qui est agenouillé, que je vous montrerai mieux après. Un personnage ici qui est debout au centre. Lui, je ne pourrai pas vous montrer d'image parce qu'il est tellement usé que, à part le fait qu'il soit debout, je ne sais rien de plus de lui. Et un personnage à gauche qui est également debout, dont je vais vous montrer quelques images après. Donc le personnage de droite, si, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ces 3 personnages sont tournés vers la Vierge à l'Enfant. Donc le personnage de droite, le voici, il est en position agenouillée. Donc vous voyez ici un genou et puis sa main qui est posée dessus. C'est la main que je vous montre ici. L'autre genou est à terre. Et donc il a une main posée sur son genou et l'autre main est levée vers la Vierge à l'Enfant avec très probablement un objet que nous n'avons pas pu identifier. Ce personnage porte une longue barbe. Le personnage de gauche, donc debout, donc lui, il a 2 caractéristiques très intéressantes. Donc cette photo, je pense que vous ne voyez pas du tout ce qu'il y a dessus, je vais vous aider. Alors, c'est le visage du personnage. Donc ici, avec la souris, je suis l'arête de son nez. Voilà, l'arête de son nez étant ici. Ici, vous avez son œil étant ici, et ici, sa petite moustache. Voilà. Donc ce qui est intéressant sur cette image, c'est que la carnation originale du personnage est très sombre. En fait, on est sur un orange-rouge sombre. Deuxième détail intéressant, donc ici vous voyez les pieds du personnage, donc c'est cette zone-là. Donc ce personnage porte des bottes auxquelles sont attachés des éperons. Ces petites flèches blanches, en fait, ce sont des éperons attachés aux bottes. Donc quelqu'un qui porte des éperons, c'est quelqu'un qui était à cheval, donc c'est quelqu'un qui est descendu de son cheval. Donc, avec les indices que nous avons 3 personnages tournés vers la Vierge à l'Enfant. Un personnage à genoux qui tend quelque chose vers la Vierge. Un personnage qui a le teint sombre et qui vient de descendre de son cheval, donc qui vient de loin. Voilà. Moi, je ne suis pas historienne de l'art, donc je ne m'avance jamais sur les hypothèses iconographiques ni de datation, mais on va dire que ces indices me donnent envie de penser qu'il peut s'agir d'une adoration des mages. Le sujet est ouvert. La scène de droite. Donc la scène de droite, 3 personnages qui se tiennent également sous une arcature. Un personnage central, qui est le Christ, je vous montrerai après, et 2 personnages tournés vers lui. Donc voici le Christ en position centrale. Voici son visage, très usé, mais vous voyez ici bien un œil, et le tour de son auréole crucifère, donc avec les branches de la croix rouge. Voici le personnage de droite. Le personnage de droite est tourné vers le Christ et il porte dans ses mains un livre ouvert. Voici un détail de son visage. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'original là-dessus, c'est essentiellement du repeint. Mais bon, globalement, vous avez l'organisation du visage. Le personnage de gauche est debout également. Il est extrêmement usé. Il nous semble qu'il pourrait porter dans sa main droite un livre fermé. Donc ici, vous voyez ses doigts en fait en noir, et cette forme rectangulaire nous semble pouvoir correspondre à un livre fermé. L'autre main est ici et je ne sais pas ce qu'elle fait. Voilà, donc cette scène avec
le Christ en position centrale, deux personnages aux pieds nus tournés vers lui. Donc j'ai envie de penser que ce sont des apôtres, mais là aussi je laisse les historiens de l'art travailler. Et je vous ai mis ce détail que je trouve très beau, avec un pied du Christ qui se croise avec le pied du personnage de droite. Alors, quelle datation pour ces deux décors ? Nous avons des décors qui sont réalisés exactement de la même façon. C'est-à-dire que ces décors sont peints chacun sur un enduit réalisé avec de la chaux et du sable, de même épaisseur. Et ensuite, la peinture en elle-même est réalisée de la même façon également. Nous avons un badigeon blanc, ensuite un dessin préparatoire qui est fait au pinceau rouge, à nouveau un badigeon blanc et la couche picturale qui est montée. Donc les deux décors sont réalisés de la même façon. La palette des pigments est presque identique, mais comme presque toujours à cette époque-là, en gros nous avons un ocre rouge, un ocre jaune, un blanc, un noir de fumée, un vert, une terre verte. Et nous avons en plus pour la Vierge à l'enfant un bleu, et nous avons un orange qui pourrait être un minium pour le décor 2. Toujours est-il que nous sommes exactement sur la même gamme de matériaux, sur les mêmes techniques de mise en œuvre, donc nous n'avons rien qui nous permette les matériaux ne nous permettent absolument pas de faire une datation de ces deux décors. Donc la datation pourra se faire uniquement sur des critères stylistiques, et donc, voilà, comme je le disais, c'est du travail pour les historiens de l'art. Je vais vous parler maintenant du décor de la chapelle Saint-Clément. Donc sur ce plan, la chapelle Saint-Clément est indiquée en vert, on en a parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, donc ici on est donc dans le long couloir sud de la crypte, et vous voyez que c'est la seule chapelle qui s'ouvre dans le mur nord de ce couloir. Donc voilà la chapelle. Donc la chapelle est composée d'une paroi, c'est la paroi nord, et puis d'une voûte en berceau. Donc vous voyez ce décor. Et c'est ce décor dont je vais vous parler. Donc ce décor, il a été également réalisé sur un enduit qui a été posé pour lui. En fait, donc dans une même phase, il y a eu la pose d'un enduit et immédiatement après la réalisation du décor. Donc cet enduit, il a été posé sur la totalité de la surface architecturée, parois et voûte en berceau. En vert, je vous indique ce qu'il reste aujourd'hui de cet enduit. Donc en fait, il est quand même assez bien conservé. Il en manque en zone basse, il en manque un petit peu à gauche, et en revanche, ici, il est complètement perdu côté est. Mais on a quand même des très grandes plages de cet enduit conservé. Contrairement à ce que je vous disais pour les décors précédents, ici, lorsque l'enduit est conservé, la couche picturale est extrêmement bien conservée. Donc on n'est pas du tout dans la même configuration qu'au niveau usure que les décors précédents. Alors, la localisation originelle du décor peint. Donc l'étude nous a permis de montrer que si l'enduit avait été posé sur la totalité de la voûte en berceau, le décor, lui, n'avait pas été réalisé partout. Le décor n'a pas été réalisé sur la partie haute. Donc le décor, il se place, il avait été réalisé sur la zone que vous voyez en violet, et il s'arrête ici, linéairement, à droite et symétriquement à gauche. Nous avons fait des sondages sur tout le haut de la voûte et vraiment, on voit que cette voûte n'a jamais été peinte, n'a pas porté de décor. Donc la technique, je vous le disais, décor peint sur enduit. Donc je vous ai mis encore des photos en lumière rasante de cet enduit pour vous montrer son état de surface, donc toujours très mouvementé. Ici, on est probablement à une zone de niveau d'échafaudage, donc là où c'est moins facile de travailler. Donc vous voyez qu'ici, la pose est un peu plus grossière. Et encore, ce que je vous disais tout à l'heure, donc vous voyez l'état de surface très rugueux de cet enduit, et de voir qu'en fait, ça ne gêne pas les peintres de travailler sur un enduit de cette qualité-là. Alors, contrairement au décor que je vous présentais précédemment, qui était peint sur badigeon, ici, nous avons fait énormément d'observations, observations à l'œil, observations au microscope. Il ne nous semble pas qu'il y ait une couche de préparation entre la couche picturale et l'enduit. Par ailleurs, comme je vous le disais, quand l'enduit est conservé, la couche picturale est extrêmement bien conservée. Donc, ces deux observations nous donnent envie de penser nous donne envie de penser que ce décor pourrait avoir été réalisé sur un enduit frais. Donc, je ne vais pas parler de fresque, mais je vais dire qu'on est sur une technique qui se rapproche probablement de la fresque.
Alors, quelle est l'histoire matérielle de ce décor peint? En fait, aucune archive travaux n'est conservée pour cette chapelle. Donc, on ne sait absolument pas ce qui s'y est passé. Seules nos observations nous permettent d'avancer des hypothèses. Ce que l'on sait, ce qu'on a vu, c'est que la voûte en berceau a été recouverte par plusieurs badigeons de propreté, donc généralement blanc, il y en a un jaune, donc il y en a 5 ou 6. Et une date qui n'est pas connue, en fait, ces badigeons ont été supprimés et le décor de la voûte a été remis au jour. Comme ce que je vous montrais précédemment, le dégagement n'est pas parfait, donc il reste encore beaucoup de fragments qui recouvrent encore ponctuellement le décor de la voûte. Voilà, donc la voûte a été recouverte. En revanche, le mur nord, le décor, n'a jamais été recouvert. Le décor peint a fait l'objet d'une grande campagne de restauration, qui n'est pas datée non plus, dont on observe encore aujourd'hui des bouchages, des retouches, des repeints, et puis une couche de fixatif, un fixatif, c'est-à-dire un adhésif organique, qui a été posé à l'issue de la restauration, comme ça se faisait beaucoup dans les années 60, 70, 80, ce qu'on appelait une couche de protection en fait en fin de chantier. Voilà, donc cette couche, en fait, elle a été posée sur une surface qui était très encrassée, elle est très épaisse, elle s'est un peu opacifiée et elle gêne énormément la lecture du décor. Donc ici, vous voyez cette couche, elle est ici. C'est-à-dire que je l'ai découpée, hop, elle est épaisse, hein, elle fait quasiment un tiers de millimètre, donc je l'ai découpée et je l'ai roulée. Voilà, donc ici, vous avez la couche d'adhésif que j'ai décollée, qui en fait a emporté la crasse, puisqu'elle était posée sur de la crasse, et ici, vous avez la couche picturale avec ses couleurs originales. Bon, elle est encore un petit peu crasseuse, mais grosso modo, c'est blanc, c'est vert et c'est rouge. Ici, vous voyez une espèce de gris global. Donc, on a fait d'autres tests. Ici, je vous montre un des visages. Donc, vous voyez qu'en fait, on passe de ce kaki à une petite carnation très jolie, jaune clair. Voilà. Donc, cette couche de fixatif qui emprisonne beaucoup de crasse, elle gêne énormément la lecture du décor. Et donc, en accord avec la maîtrise d'ouvrage, nous avons décidé de reporter en fait, le fait de réaliser les relevés iconographiques à l'issue d'une potentielle future phase de nettoyage du décor. Donc, je vous montre. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, c'est l'organisation générale. Voilà. Donc, l'organisation générale du décor du mur nord. Donc, on a 6 personnages debout qui se tiennent sous des arcatures. Au-dessus des arcatures, on a une architecture avec des petits animaux au-dessus. Et puis, on a le mur nord. Donc, la voûte en berceau. Donc, je vais déjà vous décrire le mur nord. Donc, en partant de gauche, le personnage de gauche. Donc, lui, il est identifié par cette inscription, Egidius. Et en bas, on a un personnage identifié par Carolus. Donc, il s'agirait de la messe de Saint-Gilles. Ici, vous voyez l'autel avec une nappe d'autel. Et c'est là où j'avais fait mon petit test de dégagement du fixatif. Personnage suivant, présenté par les guides de la cathédrale comme étant Saint-Martin. Ce personnage n'est pas identifié par une écriture. Donc, moi, je vous ai mis point d'interrogation parce que moi, je ne sais pas si c'est Saint-Martin. En tout cas, voilà, c'est un personnage. Voici son visage, voici ses 2 mains et un objet qu'il tient, pour moi non identifié, qu'il tient dans sa main, un objet jaune. Et puis, je vous ai mis ces 2 chaussures parce qu'il y a des petits motifs que je trouve très jolis, des petits ronds et puis des bandes sur ces chaussures. Le personnage d'après, non identifié, donc Saint-Pierre, point d'interrogation. Pareil, il n'a pas d'écriture. Voici son visage et voici cet objet qu'il porte dans sa main qui pourrait quand même s'apparenter à une clé, mais qui suscite beaucoup d'interrogations. Quand j'entendais les guides, parce qu'on a les guides qui passent toute la journée dans la crypte, voilà, il y a de fortes interrogations autour de ce Saint-Pierre. Le personnage d'après, c'est Saint-Jacques. Donc lui, il est identifié. Voici son visage et voici une de ses mains. Et vous voyez que sur son manteau sont peintes des petites coquilles. Le personnage d'après est le dernier, Saint Clément. Ici, je vous ai mis une photo en lumière UV que nous avons faite sur le chantier pour que vous voyez ce que vous voyez en brun. En fait, ce sont les retouches et les repeints de l'intervention de restauration. Donc ce personnage est celui qui était le plus abîmé, qui a été le plus repris.
Donc cette image de son visage doit être regardée avec un peu de prudence, ce n'est pas tout à fait le décor original. Alors ensuite, hop, je reviens en arrière pour vous montrer la zone de soubassement. Voilà. Donc là, je vous ai décrit cette zone-là avec les personnages, et en dessous, on a cette zone qu'on appelle donc le soubassement, qui est le bas de la paroi. Hop, voilà. Donc cette zone de soubassement, elle est occupée, comme très souvent à cette époque-là, par une fausse tenture. Donc vous voyez une tenture blanche avec des plis jaunes. Et en fait, cette tenture, qui est feinte, est accrochée sur une tringle peinte par des anneaux. Donc un anneau, un anneau, un anneau. Et en fait, ces accrochages créent en fait ces plis. Ici, je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre un petit test de nettoyage, parce que vous voyez qu'en fait, cette draperie qui semble toute grise, en fait, elle est blanche avec des plis jaunes, donc elle sera très lumineuse quand elle sera nettoyée. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai complètement oublié de vous mettre des photos de la zone haute, qui est pourtant très intéressante. Voilà, cette architecture. Je vais peut-être essayer de grossir la photo. Non, je ne peux pas. Bon, je ne sais pas comment faire. Toujours est-il que donc, cette architecture, avec 2 tours, est présentée souvent par les guides comme étant justement la cathédrale de Fulbert. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Et puis des petits oiseaux au-dessus. Hop. Alors, le mur, alors c'est pas le mur ouest, en réalité c'est la partie ouest de la voûte en berceau. Donc je vous ai dit que le décor s'arrête à cette ligne rouge. Au-dessus, la voûte n'a pas été peinte. Donc on a ce décor qui s'organise en 2 zones, une zone haute avec 8 médaillons, et puis une zone de soubassement. Donc la zone haute, elle comporte 8 médaillons circulaires, et dans chacun des médaillons, on a un petit lion. Ici, vous voyez ce lion dont la couche picturale est très bien conservée, et ici, vous voyez ce lion dont la couche picturale est globalement assez perdue, et qui permet de lire le dessin préparatoire rouge. Je ne peux pas vous le montrer parce que ce serait trop long, mais l'étude, notamment au microscope, nous a permis de montrer que le rouge, là, en fait, ça n'est que le dessin préparatoire. En fait, les motifs étaient recouverts par de la couche picturale qui est globalement complètement perdue, mais on trouve beaucoup de noir, on trouve du jaune, etc. Donc en fait, ici, on est vraiment sur le dessin préparatoire. Les médaillons ne ressemblaient pas à ça une fois finis. Ici, je vous ai mis des petits motifs qui sont entre les médaillons, pour vous montrer que là encore, ce qu'on voit correspond d'assez loin à l'original. Ici, par exemple, le même détail en haut et en bas en lumière UV, et vous voyez qu'on a ces petits motifs de flamèche qui se voient en lumière UV et qui ne se voient pas à l'œil. Ici, on voit qu'on a des jaunes très perdus, des noirs très perdus. Donc voilà. En fait, ces zones ont probablement été très abîmées par le dégagement des badigeons, qui a été fait à une époque que nous ne connaissons pas. Mais on peut imaginer que voilà, la couche picturale a été grattée un petit peu trop fermement et qu'on a eu beaucoup de pertes. La partie basse, alors là, il faut me croire sur parole parce que c'est vraiment c'est très, très, très perdu, mais une observation très fine nous a permis de distinguer ces plis jaunes. Donc, on est là encore sur une tenture blanche à plis jaunes. Et entre les 2 zones, on a une zone de frise avec ce motif ici, qui est récurrent. En fait, voilà, c'est une succession du même motif qui dessine cette frise. Et on va finir par regarder la zone haute que je vous ai entourée en bleu ici, et que je vous ai restitué ici. Donc en fait, vous avez des faux crochets, donc ces crochets noirs là, qui sont accrochés faussement, enfin voilà, de façon feinte dans la paroi, et vous avez des œillets. Voilà. Donc ce que l'on comprend, c'est que tout ça, en fait, c'est une draperie, une draperie, donc un tissu qui est accroché à ces faux crochets. Et puis là, vous avez aussi des plis blancs et jaunes. Donc tout ceci est une fausse draperie. Alors, la datation du décor. Là encore, on est sur des matériaux qui sont vraiment basiques, exactement ce que je vous disais tout à l'heure, enduit chaussable, des pigments qui sont utilisés tout le temps à cette époque-là. Donc, une fois encore, la datation ici ne pourra se faire que sur des critères stylistiques. Ce qui est certain, et c'est ce que j'entendais dire de tous les guides qui passaient dans la crypte, c'était qu'il s'agit du plus ancien décor de la cathédrale.
le plus ancien décor de la cathédrale, vraiment. L'étude nous a permis de découvrir un décor antérieur à ce décor. Alors, j'ai fait, ce que je vous montre en bleu, ce sont des zones de sondage. Je vous rassure, je n'ai cassé aucun enduit médiéval, je n'ai cassé que des enduits de bouchage tardifs qui ne portaient que des badigeons blancs. Donc, dans cette zone-là, j'ai trouvé ce morceau indiqué en rose, là, que je vais vous décrire après. Donc, c'est ce fragment que vous voyez ici. Ce qui est très intéressant, c'est sa situation, sa position. En fait, ici, donc, du trait rouge en partant vers la gauche, on est sur la voûte en berceau de la chapelle. Du trait rouge en partant vers la droite, on est sur la voûte d'arête de la crypte du couloir sud. Et notre décor, là, il se développe sur la voûte en berceau et sur la voûte d'arête. Donc en fait, c'est un décor qui n'était pas simplement cantonné à la chapelle, mais qui se développait également dans le couloir. Donc voilà le fragment que nous avons découvert. Donc il fait, vous voyez, ces dimensions. Et ici, on vous a fait une petite reconstitution pour que vous compreniez mieux. Donc en zone supérieure, on a ce double bandeau rouge et jaune. Ensuite, on a une frise de triangle. Ici, triangle rouge, triangle gris, triangle orange. Et en dessous, on a à nouveau deux bandeaux. Sauf que, en fait, ce bandeau jaune horizontal que vous voyez ici, vous le voyez aussi ici. Donc, il faut imaginer, comme le rouge, en fait. Vous voyez, vous avez ce bandeau rouge qui se retourne ici, et ce bandeau jaune qui le suit, qui se retourne ici. Au milieu de cet encadrement, ça ressemble à un cadre, on a, en fait, un fond blanc avec des motifs rouges tracés de façon aléatoire, que je vous montre après. Voilà, ces motifs rouges tracés très rapidement au pinceau. Alors, que représente, à notre avis, vous voyez qu'on n'a pas grand-chose pour réfléchir, hein, donc on ne peut que poser des hypothèses. Il nous semble, par rapport à ce que l'on connaît, de ce que l'on a vu de peinture murale depuis 30 ans qu'on travaille sur des peintures murales, que cela pourrait être un décor, appelons-le de faux marbre, c'est-à-dire une représentation d'une fausse pierre, en fait. Donc une fausse pierre blanche avec des veines rouges. Ces décors, c'est ce qu'on appelle, nous, des décors couvrants, c'est-à-dire des décors qui sont réalisés de façon très rapide pour couvrir des grandes surfaces. D'autres indices que ce décor, un autre indice qui prouve que ce décor a été fait de façon très rapide, donc je vous ai montré donc, ces bandeaux rouges et jaunes, et très souvent, à cette époque-là, on a des perles blanches qui sont situées à l'intersection des bandeaux. Je vais vous montrer les perles blanches. Moi, de toute ma vie, je n'ai jamais vu des perles blanches aussi mal faites. Généralement, les perles blanches, elles sont rondes et elles sont vraiment tracées à l'intersection. Là, en fait, on voit très bien comment il a fait, le peintre. Il avait son pinceau de travers et il a été très très vite, il les a toutes posées les unes à côté des autres très très vite, et celle-là, elle n'est même pas au bon endroit, elle n'est même pas sur la limite. Donc, ça, ce sont des indices. Voilà, donc ces motifs aléatoires, tracés très vite, avec les traces de pinceau, vous voyez ici très bien les traces de pinceau, hein. Ce motif tracé très vite, le fait que ce soit un décor, de façon hypothétique, ça ressemble beaucoup à un décor couvrant de faux marbre. Pour nous, ce sont des indices qui nous permettent de penser que ce décor devait être un décor qui a été réalisé très rapidement. Et pourquoi très rapidement ? Parce que très probablement, il devait couvrir des très grandes surfaces. Le fait qu'il soit présent sur la voûte en berceau et sur la voûte d'arête, on a envie de penser que ce décor, en fait, se déployait également dans le couloir de la crypte. Et donc, on est d'accord, ce décor est le premier, en fait, pour l'instant. C'est le premier que l'on connaisse de la cathédrale. Donc, voilà. Alors, datation de ce décor antérieur, vous voyez qu'on a quand même très très peu de surface pour réfléchir, hein, donc je ne vais pas m'avancer. Les critères techniques et stylistiques, une fois là, ne nous servent pas à grand-chose. En revanche, ce qui pourrait nous rendre service, c'est d'élargir l'étude aux parois et aux voûtes du couloir sud pour peut-être trouver d'autres indices supplémentaires, d'autres plages conservées de ce décor et donc d'autres éléments de connaissance. En tout cas, un sujet passionnant, je pense, pour les historiens de l'art. Et je finis en vous montrant que cette crypte recèle encore bien des trésors méconnus d'un point de vue de la peinture murale. Donc ici, on est dans Notre-Dame de Souterre, on est dans le bras nord du transept de Notre-Dame de Souterre, donc cette chapelle. Et la zone que je vous montre ici en bas, c'est une zone de dégagement qui a été faite en 1976 par la même équipe qui a mis au jour la Vierge en Majesté. Et donc c'est cette zone-là.
Donc vous voyez peut-être mal, mais ici, il y a 2 personnages en pied. Et nous, on a regardé rapidement et on voit que le décor, en fait, il est conservé partout, ici, sous le décor 19e. Donc ici, on a tout un décor qui existe encore sous le décor 19e. De l'autre côté, donc dans la chapelle symétrique, pareil, en 1976, un petit test avait été fait, et dans la zone que je vous indique ici en rouge, on a, sous le décor 17e, voilà, ce petit personnage qui a été mis au jour très rapidement. Et puis, de l'autre côté, donc dans le couloir sud, la chapelle Saint-Clément étant ici, en fait un petit peu avant, sur le mur, sur ce mur que je vous indique en bleu, on a ici aussi un autre décor qui se voit à travers une épaisse couche de crasse, avec une femme allongée, un personnage assis qui se tient le visage dans la main. Donc vous voyez ici le visage, un personnage assis auréolé. Voilà, donc je m'arrête là, mais pour vous dire que cette crypte comporte encore énormément de sujets d'études très intéressants. Bien, merci pour toutes ces découvertes et toutes les découvertes qu'elles annoncent.